Il est 8h13 sur Europe 1. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes entre autres un professeur de criminologie au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Bon, je ne veux pas donner l'entièreté de votre CV, on y passerait 5 minutes. Votre dernier livre, il vient de paraître. Au commencement était la guerre chez Fayard, sous-titré « Est-ce l'enfer qui nous attend ?» Je vous poserai la question dans quelques minutes, Alain Bauer. Mais d'abord, l'actualité, la crise des retraites en phase aiguë. Record de manifestants dans plusieurs grandes villes hier et déchaînement de violence. Alors la casse, généralement, c'est le moment où l'opinion se retourne en faveur de l'ordre dans les grands mouvements sociaux. Là, ça n'est absolument pas le cas. Je citerai en témoin le sondage Odoxa pour le Figaro ce matin qui montre que plus de 2 Français sur 3 souhaitent que le mouvement se poursuive. C'est en hausse de 6 points sur une semaine. Vivons-nous la crise la plus grave depuis les Gilets jaunes, pensez-vous, Alain Bauer? Non, c'est la même crise que les Gilets jaunes. Elle se poursuit. C'est la même, elle ne s'est jamais terminée. Une crise qui dure 52 semaines de manifestations en week-end par des gens qui travaillent la semaine, des travailleurs pauvres, ce qu'on appelait les petits blancs aux États-Unis, est une crise qui dure et cette crise ne s'est jamais terminée. Il n'y a jamais eu de fin de la crise, mais la crise a permis à des gens qui n'avaient jamais manifesté, qui n'ont jamais eu la culture de la manifestation, mais qui avaient la culture de la violence. Parfois, les paysans ont la culture de la violence. La jacquerie existe dans ce pays depuis 1 millier d'années, au moins, depuis la dernière fois où on l'a recensé. Gustave Le Bon écrivait sur la psychologie des foules des textes fondateurs. Le dernier date de 1895 et nous vivons toujours la même chose. Mais cette crise-là, c'est la même. Elle n'en finit pas, non pas de se terminer, mais de perdurer. Oui, c'est un bouillon lent avec des petites poussées de température, des réductions, mais pas de finition. Il n'y a pas eu de fin de crise. Oui, ça c'est votre grande thèse. Vous dites le niveau d'homicidité, c'est-à-dire vous prenez toutes les tentatives, tous les meurtres, la montée en général de la violence de personne à personne. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, ne cesse de grimper. On s'habitue progressivement et on est parfois surpris quand il y a des pics, mais finalement, tout ça, le niveau moyen ne fait que grimper. Oui, c'est-à-dire que même quand le pic redescend, le niveau de stabilisation est plus élevé que le niveau de stabilisation précédent. C'est-à-dire qu'on regarde les pointes, mais on ne regarde pas le niveau moyen. Le niveau moyen n'a jamais été élevé depuis 20 ans. Alors, ce n'est pas le pire de notre histoire, il faut toujours relativiser. L'histoire est longue et nous vivons des moments courts, mais disons que depuis 20 ans, il n'y a jamais eu autant de meurtres, de tentatives de meurtres, de violences physiques contre les personnes. Et je mets de côté la révélation des violences à caractère sexuel, les agressions intimes, etc., qui est un vrai sujet, mais qui va par ailleurs. Là, il y a un enjeu, et vous voyez d'ailleurs dans les enlèvements, les règlements de compte entre criminels, des niveaux de contrôle territorial, de violence, d'agressivité, de règlement par une loi alternative, par une police alternative, par une police concurrentielle à la police républicaine, qui est la police des criminels, des caïds et des cités, un vrai sujet. Et du coup, ça légitime, entre guillemets, l'usage de la violence, puisque la règle du jeu voulue par l'État, et qui a été bien comprise après les Gilets jaunes, et on entend d'ailleurs les manifestants disant on avait fait des manifestations pacifiques pendant quelques semaines, quelques mois sur la réforme des retraites, ça n'a rien donné. Les Gilets jaunes ont fait des manifestations violentes, ils ont obtenu X milliards, on va faire pareil. Et donc c'est un indicateur de réplique, de copie par rapport à un système où l'État dit je ne réagis qu'en fonction du rapport de force. L'État donne une règle qui est celle du rapport de force, ou la négociation tranquille, ce qui est le cas dans les pays sociaux-démocrates du Nord. Mais vous sous-entendez, Alain Bauer, que quand Emmanuel Macron dit mardi « j'assume l'impopularité de ma réforme », quelque part, c'est lui qui donne le feu vert aux casseurs que l'on voit à l'avant-poste du cortège. Il ne donne pas le feu vert aux casseurs. Il dit je ne discuterai pas dans la paix et le calme. Puisqu'il y a eu la paix et le calme, ou quasiment la paix et le calme dans la plupart des manifestations, et que ça ne sert à rien, eh bien, il y a 2 éléments optionnels. La première, c'est ça ne va pas marcher, je m'arrête. Ça n'est pas l'histoire de France. La deuxième, c'est je continue et j'augmente le niveau de pression, puisque visiblement, c'est le seul message que l'État me dit qu'il veut entendre. Mais puisque si vous avez entendu l'intervention du président de la République à 13h, c'était une fin de non-recevoir qui suivait une fin de non-recevoir en disant je ne recevrai même pas les organisations syndicales qui me demandent de venir discuter avec moi. Il n'y a pas un pays démocratique dans le monde où avant une manifestation ou un mouvement social, vous n'essayez pas la dernière option qui est celle de la
négociation. Et d'ailleurs, à juste titre, le président de la République avait fait ça avec Vladimir Poutine. Quand il dit « je vais discuter jusqu'au dernier moment, même dans les pires conditions, parce que je veux trouver la paix », la paix à l'extérieur, ça vaut autant la paix à l'intérieur. Donc il y a une erreur politique fondamentale, vous pensez peut-être, d'Emmanuel Macron? Je ne suis pas commentateur politique. Oui. Je dis simplement que sur la question de la violence, l'État a fixé la règle et le rapport de force. Le rapport de force a lieu. Mais sur la lecture de la crise, Gérald Darmanin circonscrit aujourd'hui la violence à quelques centaines, quelques milliers de casseurs d'extrême gauche qui, je le cite, voudraient tuer des policiers. Est-ce qu'il fait une erreur d'analyse ou est-ce que sciemment il déconnecte la grande masse des manifestants de cette avant-garde, si je puis dire, pour parler comme un léniniste, de l'avant-garde de la colère sociale? Mais un mouvement social, ça accouche toujours d'une génération politisée et d'une avant-garde révolutionnaire. Oui. Partout. C'est pas seulement d'extrême gauche ou de l'extrême droite. Moi, je ne sais pas identifier les auteurs d'eux. Quand je lis le journal, visiblement, ils sont un peu différents de l'image qu'on en donne, mais il y a toujours eu une tradition en France de mouvements anarchistes, révolutionnaires, engagés, mais il est en train de recruter avec des ultra-jaunes, des black blocs, et qui, eux, n'étaient pas tous issus de l'extrême gauche, loin de là. Alors venons-en à votre livre, Alain Bauer. Au commencement était la guerre. Alors votre livre ne parle pas de la guerre sociale, il parle plutôt de la guerre entre les États. Dès les premières pages, vous entendez dissiper le mirage dans lequel, dites-vous, nous vivons, celui de la paix comme état de nature. Je vous cite, de fait, l'humanité semble condamnée à vivre à perpétuité entre conflits et intermèdes pacifiques. Alors là, les parenthèses, vous entendez que ce ne sont pas les guerres, que ce sont en fait les périodes de paix. On est quoi là, dans un entre-deux-guerres, pensez-vous actuellement? Oui, je l'ai écrit, c'est un entre-deux-guerres. On a cru en 1989, après la chute du mur de Berlin, que nous allions vivre la paix éternelle, universelle, une quête de paix que nous avions régulièrement en 14-18. On a vu ce que ça a donné en 39-45. Nous avons eu des tas d'épisodes et nous avons cru à cette paix, nous l'avons fantasmée, nous avons imaginé la globalisation heureuse pour Bisounours gambadant dans la luzerne, où il n'y aurait plus ni amis, ni ennemis, mais juste des fournisseurs et des clients, une sorte de giga Erasmus, où on irait visiter les gens, de tourisme social et de désindustrialisation, de perte de souveraineté, car la souveraineté n'avait plus de sens. L'identité n'avait plus de sens. Rien n'avait de sens, en fait, puisque nous étions là pour consommer. Et puis, les autres, ils ont une histoire, des racines, une identité. Nous, on a éliminé les frontières, les nations, en partie les États, la foi, et on a considéré que ça allait être le phénomène généralisé. Nous avons exporté une culture de la globalisation heureuse, et qui est une globalisation piteuse, puisqu'en fait, elle se traduit par, en matière de Covid, rien, en matière militaire, une armée qui est échantillonnaire et expéditionnaire, qui a un peu de tout et beaucoup de rien, un dispositif d'étatique qui est en train de mourir sur pied. J'entends beaucoup parler de l'État profond, mais l'État profond, il est comateux. La France, c'est un pays où l'État a créé la nation. C'est le seul État-nation que je connaisse. Donc, la réalité de tout cela, c'est qu'à un moment donné, nous avons projeté une illusion et que nous avons tout fait pour croire que c'était la réalité. Mais est-ce qu'on en est sorti de cette illusion? Est-ce que c'est l'effet? Vladimir Poutine nous a beaucoup aidé à un réveil brutal et douloureux, mais entre-temps, il y a eu des guerres en Tchétchénie, en Yougoslavie, au Kosovo, il y a des conflits en Irlande, aux dernières nouvelles. La situation en Catalogne est relativement stable. Le tableau que fait du monde, c'est il y a quelques zones d'oasis bleues dans un océan de points rouges. D'oasis de moins en moins bleues, de moins en moins stables, en matière de démographie, comme en matière de statut politique. Je veux dire, les États-Unis sont désormais une démocratie instable. C'est eux qui le disent eux-mêmes. Et on entendait qu'à l'Élysée, dans le journal de 8 heures, à l'Élysée, on se demande si la France n'est pas prochaine le prochain pays après le Brésil et les États-Unis. Oui, bien sûr, et c'est un vrai enjeu. Donc, la lucidité, ça permet d'anticiper la guerre. Moi, je ne suis pas pour nous préparer à la guerre, je suis pour essayer de sauver la paix. Et civis pacem parabellum n'est pas une formule qui a été inventée par hasard. C'est pas parce qu'on vient en disant la corde au cou, nous sommes pacifiques, que moi je suis pacifique mais pas pacifiste, et je considère que le meilleur moyen de sauver la paix, justement, c'est d'avoir la lucidité, de se rendre compte de ce qui se passe autour de nous et de ne pas considérer que ça n'existe pas. Mais à vous lire, Alain Bauer, la paix apparaît presque comme un poison, le poison du désarmement, sur tous les plans, militaire, mais aussi psychologique, mais aussi civique. Vous avez l'air presque heureux, finalement, de ce retour de la guerre, comme si ça allait nous sortir d'une certaine torpeur. Est-ce que vous ne craignez pas quand même qu'on vous accuse
un moment de bellicisme, de souhaiter la guerre au nom du sursaut. Moi, je souhaite la paix, justement, mais chaque fois que j'ai expliqué que la criminalité et la violence existaient, on m'expliquait que ça n'existait pas avant d'expliquer ensuite. Ça, il y a un processus dans le déni. Le négationniste de gauche n'est pas mieux que le négationniste de droite. C'est aussi mortifère et délétère. La réalité, c'est qu'on ne peut pas expliquer, un, que c'est pas vrai, deux, que c'est pas grave, et trois, que c'est pas de ma faute. Ça marche jamais. Il y a un problème d'aveuglement, d'incapacité. Moi, je dis, écoutez, la guerre, elle est en face de nous, elle est là. Vladimir Poutine l'a décidé, personne d'autre, mais il n'est pas le seul. Oui. Et donc, face à cela, il y a deux options. On se couche ou on se lève. Moi, je suis plutôt pour avoir une génération de résistants que simplement une génération de spectateurs attendant que ça arrive. Et je crois justement à ces générations. Quand on voit les centaines de jeunes qui sont venus s'inscrire, notamment chez moi, pour se préparer à lutter contre le terrorisme, avec un très grand nombre de jeunes filles, d'ailleurs, à l'époque, qui étaient des surprises, je me dis qu'il y a une génération de résistants dans ce pays, et que c'est une génération de jeunes résistants, et que c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'ils le fassent pour l'environnement, pour des raisons sociales, ou par pur patriotisme, je crois à la capacité de la mobilisation. Cet ouvrage, il est plus fait pour mobiliser les gens que pour les terroriser. Et comme je le dis, je suis pacifique, mais je ne suis pas pacifiste. Je ne crois pas aux héros bêlants sacrificiels venant expliquer qu'ils allaient mourir sous les bottes des autres. Tous ceux qui ont cru à la paix, notamment dans l'entre-deux-guerres, ont bien été obligés de choisir leur camp. Il se trouve que la plupart des pacifistes ne sont pas devenus résistants. Alors, il y a une révélation aussi dans votre livre, Alain Bauer, sans déflorer à l'excès, à propos de l'URSS, et ça éclaire pas mal notre actualité. Vous affirmez qu'en 1989, l'Occident a en fait tout fait pour tenter de sauver l'Union soviétique en décomposition. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Non, pendant 10 ans, ils ont essayé désespérément. Alors, c'est pas moi qui l'affirme, ce sont les archives diplomatiques déclassifiées. Mais à rebours de tout ce qu'on dit sur la volonté américaine d'abattre l'URSS. Ce qui est formidable, c'est que la plupart des gens ont une opinion sur le sujet. Moi, je n'en ai pas. Ce livre, il est fait pour que les gens se fassent leur propre opinion. C'est pour ça qu'il y a des citations longues. Vous verrez probablement celle de Solzhenitsyn à Harvard. Vous verrez les deux citations assez longues de Vladimir Poutine. Je rappelle par exemple que Poutine, après le fameux discours de Munich, dont tout le monde parle, personne ne se rappelle, 2007, que l'année suivante, à Bucarest, il est invité au sommet de l'OTAN et qu'il fait de longues déclarations. Comment sauver la relation entre l'OTAN et la Russie, quels sont les moyens de résoudre? Pendant 20 ans, Vladimir Poutine a été l'homme de l'Ouest à Moscou, pas l'homme de la résurrection. C'était Primakov et Eltsine qui étaient les hommes de la confrontation avec l'Europe. Et ceci à cause du Kosovo. Et vous dites, en fait, en substance, on n'a pas voulu tendre la main à Vladimir Poutine parce qu'on n'a pas voulu voir que derrière lui, il y avait la menace de la guerre, Alain Bauer? Non, on a voulu tendre la main à Vladimir Poutine. Simplement, à un moment ou à un autre, l'Occident a considéré qu'on ne pouvait plus sauver l'URSS. Et qu'elle était défaite d'un point de vue économique, financier, qu'on n'allait plus s'en sortir, et qu'il fallait passer à autre chose. C'est le moment où, soudainement, 10 ans après la chute du mur, l'OTAN commence à s'élargir à l'Est, alors que ça n'était pas effectivement prévu comme cela. Il n'y a jamais eu de promesse de ne pas élargir. Il y a eu une tentative désespérée. François Mitterrand va voir Gorbatchev en disant on va dissoudre l'OTAN, on va dissoudre le pacte de Varsovie, on va créer un grand truc formidable. Poutine dit mais moi l'Union européenne ça m'arrange. L'OTAN non, l'Union européenne oui, trouvons une solution en quittant ce sujet. Et il y a un architecte du chaos dans cette affaire, un formidable géopoliticien qui est Zbigniew Brzezinski, qui explique qu'il faut décoller l'Ukraine et la Russie car ensemble c'est un empire séparé, ce ne sont que des États et qu'il ne peut y avoir qu'un seul empire, les États-Unis, mais qui en même temps dit attention, le jour où on est seul, il va y avoir une compétition multipolaire et en fait nous assistons à la renaissance des empires ottomans, qu'on appelle turcs, perses, qu'on appelle iraniens et tous les autres. On va finir quand même sur une note d'optimisme, Alain Bauer. Pour conclure, je vous cite, vous dites, en Ukraine, les régimes autoritaires se sont découverts moins efficaces qu'ils ne le pensaient, mais les régimes démocratiques moins faibles aussi qu'ils ne le craignaient. Oui, c'est la bonne nouvelle. C'est la nouvelle de cette capacité de passer de la résilience à la résistance, à cette génération qui est capable de renverser la table et de faire en sorte justement que les pouvoirs autoritaires ne gagnent pas. On a la démocratie de sa démographie. C'est un enjeu pour nous aussi de régler cette question-là. Mais on a aussi la capacité à faire passer un message qui est qu'en tout état de cause, la démocratie, c'est quand même le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Winston Churchill, comme toujours, avait raison. Au commencement était la guerre. Votre nouveau livre chez Fayard, Alain Bauer. Merci d'être venu nous en parler ce matin sur Europe 1. La démocratie française peut être aussi minée de l'intérieur. C'est votre vendredi thématique. Est-ce que la faute en revient à Emmanuel Macron? Est-ce que la faute en revient aux institutions? La 5e est-elle à bout de souffle? C'est votre vendredi thématique. On va en parler dans un quart d'heure avec deux invités. Nous serons avec l'historien parlementaire Jean Garrigue et la constitutionnaliste Anne Levade. Vos signatures Europe 1, Catherine Ney, Eugénie Bastier, dans un instant. Il est 8h27.